Dimanche 18 février 2018, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de ce 12-45. La transhumance, un phénomène récurrent au Bénin, elle oppose très souvent éleveurs et producteurs agricoles. Plusieurs causes expliquent ce phénomène. Les ustensiles en terre cuite aujourd'hui à la mode, elle tend à remplacer les plats ordinairement utilisés. Christelle Tongodo est allée faire le constat. Le Bénin en manque d'écoles de formation en art du spectacle. Malgré les potentialités dont regorge le pays en la matière, la formation fait toujours défaut. Merci de votre fidélité au Bénin. L'élevage pastoral, notamment celui du gros bétail, soumet les éleveurs de bœufs au déplacement saisonnier. Ce phénomène, appelé transhumance, est souvent source perpétuelle de conflits entre éleveurs et producteurs agricoles. Quelles sont les causes de cette situation? Que font les gouvernants pour pallier les violences répétées? Dr Adamou Maman-Sambo répond à toutes ces questions. Il est un expert en transhumance. Il est au micro de Patrick Adjagbodjo. Dans le système de production pastorale, il y a la mobilité, c'est-à-dire à une période de l'année, les animaux confrontés à des difficultés, rareté de pâturage, rareté d'eau dans certaines régions sont obligés de se déplacer pour aller vers des régions où l'élevage est plus propice pendant cette période, donc entre 2, 3, voire 4 mois en fonction des zones. Et donc c'est cette mobilité-là, saisonnière, que l'on désigne par le terme transhumance. Les zones qui sont des zones de passage de prédilection des animaux, c'est des zones qui sont fertilisées par les bousses de vache, par les déjections, les urines. Et ces zones sont également en compétition. L'éleveur veut bien passer par là, l'éleveur veut séjourner là, mais quand l'éleveur quitte pour 2-3 mois, l'agriculteur vient s'installer pour produire. Donc vous avez des agriculteurs qui sont des provocateurs. On installe des périmètres maraîchers ou des champs qu'on appelle, dans notre jargon, des champs pièges, récoltés à moitié ou récoltés, on laisse quelques tiges pour que demain, quand il y a passage d'animaux, qu'on puisse soulever le problème pour se faire dédommager. Mais de l'autre côté, vous avez des éleveurs qui sont aussi, quand je parle de brebis galeuses dans les deux sens, il y en a qui, ils voient bien que c'est une parcelle qui a été emblavée, mais en passant, il met ses animaux. Le troisième niveau de conflit, de source de conflit, c'est souvent les abattages des bœufs qui sont organisés et orchestrés par des divorcés sociaux de certains villages qui sont traversés par les transhumants. La première décision d'abord, c'est de limiter en fait l'entrée des transhumants qui nous viennent des pays voisins, de circonscrire en fait la zone méridionale, c'est-à-dire à partir de Dassa jusqu'au littoral, que ce soit les transhumants qui nous viennent de l'extérieur ou les transhumants qui sont dans le haut nord et qui d'habitude descendent dans les zones méridionales pendant la saison sèche. Le gouvernement cette année a décidé de l'interdire, dans l'optique certainement de limiter un peu les casses entre les deux acteurs. Il a été arrêté, je donne un exemple, que chaque bête qui rentre, c'est-à-dire un bovin qui rentre au Bénin, doit payer 5 000 francs à l'entrée. Et pour les petits ruminants, donc les moutons et les cabris, c'est 1 000 francs par tête. Les comportements aussi, on ne doit pas faire le pâturage nocturne. Quand on arrive, il faut avoir une pièce d'identité. À défaut d'une pièce d'identité, il faut avoir le certificat international de transhumance. Et ensuite, il y a une fiche qui a été élaborée au niveau gouvernemental, au niveau de notre pays, une fiche d'identification pour suivre les transhumants qui rentrent. Je ne sais pas s'ils ont prévu aussi un badge pour les identifier parce qu'ils sont étrangers. Mais ce sont des dispositions qui sont officiellement, qui étaient prévues. Maintenant, est-ce que c'est mis en œuvre réellement? Je ne sais pas encore, parce que je n'en vois pas encore les effets. La terre cuite remodelée offre plusieurs avantages. Lorsqu'elle est transformée en ustensile, elle sert à plusieurs usages. Ainsi, les ustensiles en argile remplacent progressivement celles en aluminium. C'est du moins le constat fait par Christelle Tongodo dans ce reportage.
L'argile, ou la terre de mille vertus, est un don de la nature. Très convoité et adopté par certains ménages, les ustensiles faits à base d'argile remplacent progressivement ceux en aluminium. J'aime manger dans les plats en argile parce que ces plats ont des vertus et étaient utilisés au temps de nos aïeux. Quand nous allons dans les zones reculées, nous constatons qu'il n'y a pas l'utilisation de réfrigérateurs. Nos mamans ou nos grands-mères dans les villages utilisent les canaries en terre cuite pour rafraîchir l'eau. L'argile renferme plusieurs propriétés qui sont à découvrir. L'argile était utilisée comme un pansement gastrique. L'argile présente des vertus qu'on ne peut pas ignorer. La forte demande se justifie alors malgré sa cherté et sa fragilité. Pour des plats et casseroles, là, j'ai d'affluence pour ça. Je conseille aux jeunes d'aujourd'hui de manger dans ces plats-là et de préparer dans les casseroles en argile. C'est bon pour la santé. Ça là, par exemple, c'est un plat. Ça sert à manger tout ce que vous voulez, riz, la pâte, igname pilé, tout ce que vous voulez. Nous utilisons les assiettes en terre cuite parce que nous faisons la promotion du végétarisme. Et le végétarisme voudrait que tout soit servi au naturel. Même si les ustensiles en terre cuite présentent de nombreux avantages, il n'est pas à négliger leurs risques sur la santé. Mais certains formulent des plaintes quand ils utilisent les fourchettes et qu'ils raclent l'assiette. Il y a des résidus de sable qu'ils rencontrent dans le repas. Les assiettes peuvent contenir des minerais, du plomb, qui vont se libérer progressivement dans le repas. Surtout que l'assiette à base d'argile peut se dégrader facilement et laisser des pores au fond de l'assiette. Quand ce n'est pas bien nettoyé, bien brossé, donc les résidus alimentaires peuvent être contaminés par des bactéries. D'accord? Et puis se libérer dans l'alimentation et créer une intoxication alimentaire. Après plusieurs siècles, la terre cuite demeure un matériau moderne qui, au dit des passionnés, offre une cuisson saine, simple et rapide. Et nous parlons maintenant culture. Le Bénin dispose de grandes potentialités en matière d'art de la scène. Imitant du spectacle, ces professionnels ne perceront qu'à force de travail et de formation. Mais depuis toujours, le pays manque d'écoles et d'instituts de formation dans le domaine. Anthony Alaka et Marcel Arossi pour le reportage. Les arts du spectacle vivant regroupent un grand nombre de disciplines qui exigent la représentation devant un public. Sous d'autres cieux, il existe des instituts de formation en la matière. Mais au Bénin, il n'y en a presque pas. Je ne veux pas dire que nos dirigeants manquent de culture. Je ne veux pas dire non plus qu'ils ont toujours manqué d'ambition. Mais tout peut porter à croire ça. Parce que quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Dahomey d'alors, sous la conduite du directeur de la culture, de la jeunesse et des sports, du nom de Campbell Flavien, devant les plus grandes nations du monde, le Dahomey d'alors avait eu le premier prix. Premier prix en théâtre au Festival des Nations. C'est depuis 1962. C'est ce prix-là qui a poussé Houphouët-Boigny, président de la Côte d'Ivoire d'alors, a appelé ce même expert en disant si ce petit pays réussit à avoir un premier prix au Festival des Nations, au Théâtre des Nations, il faut que mon pays ait le premier prix tout le temps. Alors pour que mon pays ait le premier prix tout le temps, c'est qu'il faut former les gens pour avoir le premier prix. C'est une école que moi je veux, non un spectacle. C'est comme ça que l'INA, l'Institut d'art de la Côte d'Ivoire, est né. Par un coup de tête, par un sursaut d'orgueil, et de patriotisme de Houphouët-Boigny. Le Bénin dispose d'artistes talentueux, très applaudis sur scène, bien qu'étant des autodidactes. Néanmoins, les professionnels conseillent le passage par une école de formation. La pratique est la mère de la connaissance.
Je crois que c'est vrai. Et c'est en travaillant comme ça en France que j'ai compris une chose fondamentale. J'ai compris que, à part d'un métier, c'est encore autre chose. J'avais du talent, mais le talent seul ne suffit pas. L'expérience qu'on peut acquérir dans une troupe qui fonctionne pendant 10 ans, je vous assure, dans une école dynamique, avec un programme de formation conséquent, en 3 ans, on peut acquérir l'expérience qu'on a dans une troupe fonctionnelle pendant 10 ans. Artistes ou techniciens, ces métiers de passion se méritent et seuls les plus talentueux émergent. Hors des frontières béninoises, le gouvernement ivoirien a ratifié un accord de prêt d'un montant de 35 milliards d'euros conclu avec la Banque européenne d'investissement. L'objectif est de financer un projet d'alimentation en eau potable dans la ville d'Abidjan. Il comprend notamment la construction de 2 châteaux d'eau, la fourniture et la pose de conduites de grand diamètre, ainsi que l'extension du réseau de distributeurs secondaires et tertiaires d'eau potable d'Abidjan. Toutes ces actions visent à porter d'ici à 2020 la couverture en eau potable à 82,5% en moyenne dans le pays, avec un niveau de 60% pour les zones rurales et 85% pour le milieu urbain. Il importe de relever que pour assurer un accès à l'eau potable à 100% de la population ivoirienne, ce sont des investissements de montant global évalué à 1 320 milliards de francs CFA qui seront nécessaires. Les États-Unis injecteront d'ici les 3 prochaines années 22 milliards de francs CFA dans la chaîne de valeur de la noix de cajou au Sénégal, en Gambie et en Guinée-Bissau. Cette enveloppe devrait permettre d'accroître la production et l'exportation de la noix au niveau des nations concernées, ainsi que de créer des emplois dans la chaîne de valeur du produit. Pour rappel, la Guinée-Bissau tire plus de 80% de ses recettes d'exportation de la noix de cajou et expédie annuellement près de 200 000 tonnes de la matière première. Pour sa part, la Gambie produit près de 10 000 tonnes de noix par an, tandis que la récolte sénégalaise est comprise entre 13 000 et 15 000 tonnes. Mesdames, Messieurs, voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.